Mes parents ont dit, tu peux regarder le mariage en ligne. Je l'ai fait, et l'écran s'est figé sur le chaos absolu. La mariée hurlant. Le verre brisé. Tout s'est effondré, juste sous mes yeux, en pleine caméra. Et moi, à des centaines de kilomètres de là, je n'ai pas dit un mot. Je suis restée assise, un verre de vin à la main, et j'ai regardé la vie parfaite de ma sœur voler en éclats. C'était la chose la plus terrible et, étrangement, la plus libératrice que j'ai jamais vue. Avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés là, cette histoire de trahison, de secrets de famille et de reconstruction, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir à quel point nos histoires peuvent se connecter à travers le monde. Maintenant, revenons au début. Mon nom est Amandine. J'ai 27 ans et je suis professeure d'art plastique dans un collège de Rennes. Ma vie n'a rien d'extraordinaire, et c'est ce qui me plaît. C'est un assemblage de moments simples, l'odeur de la térébenthine dans mon petit atelier, le poids d'un livre ancien trouvé chez un bouquiniste, le goût du café chaud un matin pluvieux. Mon appartement, sous les toits, est mon refuge, un désordre organisé de toiles, de pinceaux, et de plantes qui luttent pour capter la lumière bretonne. C'est un monde à des années-lumière de celui de ma sœur aînée, Éléonore. Éléonore a 30 ans, et elle est tout ce que je ne suis pas avocate d'affaires à Paris, elle est la définition même du succès. Belle, intelligente, implacable. Depuis notre enfance, elle a été l'étoile de la famille, et moi, sa lune, ne brillant que par son reflet. Si je ramenais un 16 en maths, elle avait déjà un 18. Si je gagnais un petit concours de dessin local, elle remportait un prix d'éloquence nationale. Nos parents, surtout notre mère, n'ont jamais manqué de souligner ce contraste. Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus comme ta sœur, était le refrain de mon adolescence. Notre relation est un tissu complexe, tissé d'un amour indéniable et d'une rivalité nourrie par des années de comparaison. Je l'aime, bien sûr. Je me souviens des nuits où, enfant, nous nous racontions des secrets sous les couvertures. Mais je me souviens aussi de son sourire, ce sourire poli et distant qu'elle arborait chaque fois que je faisais quelque chose qui sortait du cadre, un sourire qui disait « adorable, mais pas sérieux ». Je repense souvent à un après-midi au lycée, un souvenir gravé dans ma mémoire. J'avais peint un portrait audacieux, plein de couleurs vives, pour l'exposition de fin d'année. J'en étais fière. Un groupe de filles populaires s'est arrêté devant, ricanant. « C'est quoi ce truc moche ?» a lancé l'une d'elles. J'ai senti mes joues s'empourprer. Éléonore était là, à quelques pas. Nos regards se sont croisés. J'espérais, je priais pour qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende. Elle s'est approchée, a posé une main sur mon bras et a murmuré, avec ce calme exaspérant, « Laisse tomber, Amandine. Ne fais pas de vagues. » Puis elle m'a entraînée plus loin, laissant mon tableau et ma fierté derrière nous. Ce jour-là, j'ai compris que sa loyauté irait toujours à l'ordre établi, à l'image, jamais à l'émotion brute. Jamais à moi. C'est avec ce bagage de souvenirs que j'ai ouvert la grande enveloppe crème. Le carton était si épais qu'il aurait pu arrêter une balle. À l'intérieur, le faire-part annonçait en lettres d'or le mariage d'Éléonore Vincent et Maxime Lambert, dans un château de la Loire. C'était grandiose, impersonnel. Et puis, il y avait ce petit mot, glissé à l'intérieur, de l'écriture parfaite d'Éléonore. J'espère que tu seras là. Je t'ai gardé une place de demoiselle d'honneur. Une pause, puis la phrase qui a tout fait basculer. Delphine sera ma témoin, bien sûr. Delphine, son amie de la fac de droit, une femme aussi lisse et ambitieuse qu'elle. J'étais reléguée au rang de figurante. Une fois de plus. La carte de vœux scintillait sur ma table basse, mais pour moi, elle ressemblait à un verdict, réaffirmant une fois de plus ma place dans cette famille, celle d'une éternelle figurante dans la pièce de théâtre parfaite d'Éléonore. Le poids du téléphone dans ma main semblait anormalement lourd. J'ai composé le numéro, le cœur battant la chamade. Une partie de moi voulait juste décliner poliment, invoquer un engagement professionnel, me protéger. Mais une autre partie, plus masochiste peut-être, avait besoin d'entendre sa voix, d'essayer de trouver une fissure dans cette façade parfaite. Allô ? La voix de ma mère, toujours un peu pressée, a crépité à l'autre bout du fil. Bonjour maman, c'est Amandine.
Amandine, ma chérie. Quelle bonne surprise. Attends une seconde, je te mets sur haut-parleur, Éléonore est juste là. Nous sommes en pleine discussion avec l'organisatrice du mariage sur le plan de table. Le son métallique du haut-parleur a transformé l'appel en une conférence téléphonique non désirée. Je n'étais plus sa fille, j'étais un point à l'ordre du jour. Salut Amandine, a dit Éléonore. Sa voix était celle qu'elle utilisait avec ses clients, polie, professionnelle, dénuée de toute chaleur. Tu as bien reçu le faire-part, j'imagine? Oui, je l'ai reçu. Il est impressionnant, ai-je réussi à dire. Félicitations. Je suis très heureuse pour toi. Un mensonge. Je n'étais pas heureuse. J'étais anxieuse, triste, et en colère. Merci. Alors, pour les robes de demoiselle d'honneur, a-t-elle enchaîné, sans s'attarder sur les formalités. On a trouvé un créateur incroyable. C'est une coupe sirène, en satin rose poudré. Très chic, très ajusté. Le mot « ajusté » est resté en suspens dans l'air. J'ai tenté une blague, une bouée de sauvetage pour ne pas me noyer dans le malaise. Sirène, carrément? J'espère qu'il prévoit une taille artiste qui aime un peu trop le beurre salé, ai-je dit avec un rire forcé. Le silence qui a suivi a été glacial. Puis la voix de ma mère a tranché, nette et précise comme un scalpel. Amandine, ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. La robe est, pour être honnête, assez peu indulgente. D'ailleurs, je t'ai envoyé un article sur le jeûne intermittent le mois dernier, tu l'as lu? Ce serait l'occasion de t'y mettre. Tu sais, pour être, à ton meilleur. Il faut comprendre, les Lambert sont des gens très attentifs à l'image. Les photos du mariage seront dans le point de vue, tu te rends compte? Le monde s'est arrêté. Le point de vue? Un magazine mondain? Ce n'était plus un mariage, c'était une opération de communication. Et j'étais un élément potentiellement défectueux, une variable à contrôler. J'ai attendu. J'ai attendu qu'Éléonore dise quelque chose. Un simple « maman », ça suffit, aurait tout changé. Mais elle n'a rien dit. Son silence était un coup de poignard, une approbation silencieuse qui validait chaque mot cruel de notre mère. Une rage froide m'a envahi. Pardon, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Vous êtes en train de me dire que je dois faire un régime pour avoir le droit de figurer sur vos photos de magazine? Oh, ne sois pas si dramatique, a soupiré ma mère, comme si je faisais un caprice. C'est le jour le plus important de la vie de ta sœur. Nous voulons toutes que ce soit parfait. Mon corps n'est pas parfait, c'est ça le problème? Ma voix a commencé à monter. Ma présence, ce que je suis, ça ne suffit pas? Il faut que je change, que je me moule dans votre idéal pour avoir le droit d'être là? Tu exagères toujours tout, Amandine? Non, je l'ai coupé, les larmes de rage piquant mes yeux. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Votre perfection ne sera pas entachée. Je ne viendrai pas. Comme ça, vous pourrez recadrer les photos sans avoir à me couper au montage. J'ai raccroché brutalement, avant qu'elle ne puisse répondre. Le téléphone est tombé sur le tapis. Je me suis recroquevillée sur mon canapé, le souffle court, secoué par des sanglots de fureur et de chagrin. Ce n'était pas une simple dispute de famille. C'était la confirmation de ce que j'avais toujours su, dans leur monde de paillettes et de faux-semblants, il n'y avait pas de place pour une vérité aussi simple et imparfaite que la mienne. J'ai raccroché, mais le silence assourdissant de l'autre côté du fil continuait de résonner à mes oreilles. Je pensais avoir coupé le cordon toxique, mais je ne savais pas qu'ils allaient me lancer une autre corde. Le lendemain soir, le nom de mon père s'est affiché sur mon écran. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Sa voix était lasse, empreinte de cette tristesse résignée qui le caractérisait. Il était l'éternel diplomate dans les guerres de tranchées de notre famille. Amandine, ma puce. A-t-il commencé. J'ai eu ta mère au téléphone. Elle est, désolée. J'ai éclaté d'un rire sans joie. Désolée d'avoir été surprise, tu veux dire. Elle n'est jamais désolée d'avoir blessé. Il a soupiré longuement. Écoute, je ne te demande pas de pardonner. Je te demande juste de réfléchir. De ne pas claquer la porte. Pour moi. S'il te plaît.
Ce mariage, c'est important. Pour l'équilibre. L'équilibre. C'était toujours ça, le mot d'ordre. Ne pas faire de vagues. Maintenir les apparences. On a mis en place une retransmission en direct, a-t-il poursuivi. Pour la grand-mère de Maxime qui est trop fragile pour voyager, et pour d'autres membres de la famille. Tu pourrais regarder de chez toi. Tu serais là, sans y être. Sans la pression, sans les robes. Qu'en dis-tu? L'idée était à la fois insultante, tentante. Insultante, car elle me confinait au rôle de spectatrice cachée. Tentante, car elle m'offrait une échappatoire. Pas de regard jugeur, pas de conversation forcée, pas de robe sirène. Juste moi, mon canapé, et un écran. J'ai accepté, la voix plate. Plus pour mettre fin à la conversation et à la douleur dans la voix de mon père qu'autre chose. Je pensais que l'affaire était close, mais quelques jours plus tard, Éléonore a appelé. Sa voix était douce, presque suppliante, un ton qu'elle n'utilisait jamais et qui a immédiatement éveillé ma méfiance. Amandine, je suis impardonnable, a-t-elle commencé, sans préambule. J'étais pétrifiée, je n'ai pas su quoi dire. Maman peut être si écrasante. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Ça me briserait le cœur que tu ne sois pas là, même virtuellement. J'étais sceptique. C'est un peu tard pour ça, non? Je sais. Je suis nulle. Mais, je voulais être honnête avec toi sur un autre point. Elle a marqué une pause, et j'ai senti le piège se refermer. J'en ai parlé à Béatrice. Je lui ai dit que tu serais là en ligne. Et elle, bon, ne le prend pas mal, mais elle a dit que c'était peut-être une solution élégante. Elle a ajouté, et je te jure que j'ai eu envie de la gifler, que le style un peu trop artistique d'Amandine aurait pu détonner avec le classicisme de l'événement. Point. Le venin était injecté. Avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas une excuse, c'était une exécution. Elle ne m'avait pas appelé pour se racheter, mais pour me signifier mon exclusion définitive, validée par sa future belle-famille. Pour s'assurer que je comprenne bien que ma non-présence était un soulagement. C'est là, dans le silence qui a suivi ces mots, que l'idée a pris forme. Une idée froide, claire et puissante. Si j'étais une spectatrice, alors j'allais être la meilleure des spectatrices. J'allais tout voir, tout analyser. Et j'allais tout enregistrer. Non pas par vengeance, mais par nécessité. C'était un acte d'autopréservation. Toute ma vie, on avait réécrit mon histoire, minimisé mes sentiments, nié mes perceptions. Cette fois, j'aurai une preuve. Une archive brute, non modifiable, de la réalité. Pour moi. Pour que plus jamais on ne puisse me dire, tu exagères toujours tout. J'ai passé la soirée à rechercher et installer un logiciel de capture d'écran. J'ai fait des tests. Le petit point rouge clignotant dans le coin de mon écran est devenu le symbole de ma reconquête. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous simplement ignoré l'événement, ou auriez-vous cherché, vous aussi, à connaître la vérité, même si elle risquait d'être douloureuse? Ils voulaient que je reste dans l'ombre pour regarder leur spectacle. Parfait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'allais allumer un projecteur et enregistrer chaque acte, chaque mensonge. Le jour J est arrivé. Un samedi de juin, le ciel d'un bleu insolent, même au-dessus de Rennes. Le genre de journée parfaite qui semble se moquer de votre tristesse. Les réseaux sociaux étaient un déferlement de photos, coiffures impeccables, robes pastel, messages de vœux dégoulinants de superlatifs. J'ai regardé tout ça avec une étrange distance, comme si j'observais les coutumes d'une tribu inconnue. La tentation était grande de passer la journée au lit, avec les volets fermés, dans un marathon de séries sombres. Mais non. Ce serait leur donner une victoire de plus. Ce serait admettre qu'ils avaient réussi à me réduire à néant. Alors, j'ai décidé de faire le contraire. J'allais célébrer. Pas leur mariage. Moi. Je me suis dirigée vers ma penderie et j'ai choisi avec soin. J'ai écarté mes tenues habituelles pour sortir une robe bleu marine en soie, une pièce simple et fluide que je gardais pour les vernissages importants. Elle glissait sur ma peau, me donnant une sensation de calme et de dignité. J'ai passé un temps inhabituel dans la salle de bain. J'ai discipliné mes boucles,
appliquer un mascara qui allongeait mes cils et une touche de rouge à lèvres couleur framboise. Chaque geste était une affirmation. Je suis là. Je suis belle. Je compte. Ensuite, j'ai transformé mon salon. La petite table basse a été débarrassée de ses livres d'art et de ses tasses de thé pour accueillir une nappe en lin blanc. J'ai sorti une bouteille de Sancerre que mon père m'avait offerte, un vin fin, vif et minéral. Je l'ai mise au frais. J'ai disposé sur une ardoise quelques tranches de comté de 24 mois, des figues fraîches et une poignée de cerneaux de noix. Un festin simple, mais un festin quand même. Mon ordinateur portable, habituellement relégué sur un coin de mon bureau, a eu droit à la place d'honneur au centre de la table. J'ai branché mes meilleures enceintes. J'ai allumé une bougie au parfum de jasmin et de fleurs d'oranger, une odeur qui me rappelait les vacances de mon enfance, une époque plus simple. La lumière douce et le parfum délicat ont chassé les ombres de mon appartement et de mon âme. À 13h45, tout était prêt. Je me suis servi un verre de vin frais. J'ai observé les reflets dorés dans le liquide. J'ai levé mon verre, non pas vers l'écran, mais vers la fenêtre, vers le ciel. À la vérité, ai-je murmuré. Quelle qu'elle soit. J'ai bu une gorgée. Le vin était délicieux, complexe, avec une finale légèrement amère. La métaphore parfaite de la journée qui s'annonçait. Je me suis installée confortablement dans mon fauteuil. J'étais prête. Prête à être la témoin invisible. Prête à lancer l'enregistrement. 14 heures. L'heure fatidique. J'ai cliqué sur le lien que mon père m'avait envoyé. Une page noire est apparue, avec un message, la diffusion commencera sous peu. Sous peu, s'est transformé en 5 minutes. Puis 10. Puis 20. Il n'y avait aucun son, aucune image. Juste un vide noir et silencieux. Et ce vide était plus angoissant que n'importe quelle image. Il était le présage que les rouages de la machine parfaitement huilée étaient en train de se gripper. À 14h23 exactement, l'écran a crépité. Une image est apparue, floue d'abord, puis d'une netteté impitoyable. Le souffle m'a manqué. Ce n'était pas juste un beau décor, c'était une démonstration de puissance. Les jardins d'un château historique de la Loire, probablement privatisé pour une somme astronomique. Une armée de serveurs en livrée se déplaçait avec une précision militaire. Et au centre de tout ça, l'arche florale, si dense et si parfaite qu'elle semblait irréelle. J'ai activé l'enregistrement. Le petit point rouge s'est mis à clignoter, discret compagnon de mon observation. La caméra, probablement montée sur une grue pour obtenir ce plan large, a commencé à descendre, balayant les rangées d'invités. Et là, la fissure dans la perfection est apparue, béante. C'était plus qu'une simple séparation, c'était une frontière. D'un côté, la famille Vincent et ses alliés. Des gens normaux, des professeurs, des médecins de province, des cousins agriculteurs, tous un peu intimidés par le faste. Leur costume était correct, mais pas sur mesure. Leur rire, un peu trop fort, trahissait leur nervosité. De l'autre côté, le clan Lambert. Un concentré de la haute bourgeoisie parisienne et bordelaise. Les hommes en costumes sombres impeccables, les femmes avec des chapeaux discrets mais certainement signés par de grands modistes. Ils ne se mélangeaient pas. Ils observaient. Ils jugeaient. Le réalisateur du direct, probablement briefé pour créer un conte de fées, a alors fait un choix judicieux, il nous a emmenés dans les coulisses. D'abord, la suite de la mariée. Un salon immense, avec des moulures dorées et des miroirs anciens. Éléonore était là, assise, déjà dans sa robe. Une vision. Mais son visage était un masque de cire. Ses yeux fixaient un point invisible dans le miroir. Une maquilleuse s'affairait autour d'elle, mais Éléonore semblait ne pas la sentir. Elle était une statue, magnifique et glacée. J'ai remarqué que ses doigts serraient si fort la coupe de champagne posée à côté d'elle que ses jointures étaient blanches. Puis, la caméra est passée chez le marié. Maxime, beau comme un dieu dans son smoking, riait avec ses témoins. Mais son rire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Il a vidé son verre de whisky d'un trait, puis s'en est immédiatement resservi un autre. En arrière-plan, sa mère, Béatrice, était en pleine discussion tendue avec l'organisatrice. J'ai pu lire sur ses lèvres, grâce à la qualité HD,
inacceptable. Tout doit être parfait. Elle a ensuite jeté un regard vers son fils, un regard de propriétaire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Faustine, ma cousine, qui était demoiselle d'honneur. C'est un cauchemar. Béatrice a refait tout le plan de table ce matin sans prévenir Éléonore. Elle a pleuré pendant 1 heure. Elle a failli tout annuler. Mon cœur s'est serré. Alors c'était ça. La perfection avait un prix, et c'était les larmes de ma sœur. La musique a retenti. Une harpe. C'était le début. Le cortège s'était lancé. J'ai vu Maxime attendre au pied de l'autel, le visage fermé. J'ai vu notre père, la mâchoire contractée, remonter l'allée avec Éléonore à son bras. Ma sœur marchait comme une somnambule, son voile cachant à moitié son visage. Mais je connaissais ce visage par cœur. Je savais reconnaître le tremblement de sa lèvre inférieure. Le sourire de ma sœur n'atteignait pas ses yeux. Et moi, qui avais étudié ce sourire toute ma vie, je savais que c'était le sourire qu'elle utilisait quand son âme était en train de hurler. La cérémonie a commencé, et avec elle, un sentiment d'irréalité totale. Le prêtre, un vieil ami de la famille Lambert, parlait d'une voix onctueuse de l'union sacrée, de la fusion de 2 âmes. Mais les 2 âmes en question semblaient à des kilomètres l'une de l'autre, chacune enfermée dans sa propre prison de silence. Quand est venu le moment des vœux, Éléonore a sorti un petit carton. Sa voix était claire, mais sans aucune inflexion. Elle a lu un texte magnifique, poétique, sur la confiance et le soutien mutuel. C'était le genre de texte qu'on publie dans les blogs de mariage. C'était parfait. Et c'était complètement faux. Je savais qu'elle n'avait pas écrit ces mots. C'était trop impersonnel. C'était la voix de l'avocate, pas de la femme. Maxime, lui, n'avait pas de notes. Il a improvisé quelques phrases sur la beauté d'Éléonore, sur la chance qu'il avait. C'était maladroit, presque enfantin. Il semblait chercher l'approbation de sa mère, assise au premier rang, qui lui a gratifié d'un petit hochement de tête. L'échange des alliances a été le moment le plus étrange. Leurs mains se sont effleurées, froides, avant de se séparer aussitôt l'anneau passé. Pas de caresses, pas de regard prolongé. Juste une transaction. Je te déclare maintenant mari et femme, a conclu le prêtre. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser a duré une fraction de seconde. Un contact des lèvres, rien de plus. Puis ils se sont tournés vers les invités, la main dans la main, leur visage affichant un soulagement presque comique. Le spectacle était terminé. Du moins, le premier acte. La retransmission nous a ensuite transportés vers la séance photo, près d'un étang couvert de nénuphars. Le photographe, un homme énergique, tentait désespérément d'insuffler un peu de vie dans le groupe. Allez, la famille. On se rapproche. On s'aime. Le micro d'ambiance, laissé ouvert, est devenu mon meilleur allié. J'ai entendu ma mère murmurer à mon père, ils ont l'air si distants. Tu ne trouves pas? Et mon père lui répondre, laisse-les, Hélène. C'est leur journée. Puis, la voix de Béatrice, tranchante, s'adressant à l'une de ses amies, la robe est jolie, mais un peu, simple, non? Pour une Lambert, je m'attendais à plus d'audace. Éléonore a entendu. Je l'ai vue à la façon dont ses épaules se sont légèrement affaissées. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un manège étrange. Delphine, la témoin, s'est éloignée du groupe principal, son téléphone collé à l'oreille. Elle semblait agitée, faisant de grands gestes. J'ai vu un des témoins de Maxime, un jeune homme brun au visage sympathique nommé Léandre, la rejoindre. Ils ont eu une discussion animée, presque une dispute. Delphine secouait la tête, l'air désespéré. Léandre, lui, semblait la supplier. De quoi pouvait-il bien parler avec une telle intensité? La séance photo s'est terminée. Alors que les invités commençaient à se diriger vers la terrasse pour le vin d'honneur, une scène a attiré mon attention. Un serveur, qui ne portait pas la même livrée que les autres, s'est approché de Delphine. Il lui a tendu une enveloppe blanche, simple, sans aucune inscription. Delphine l'a regardé comme si c'était un serpent. Elle a hésité, puis l'a saisi d'un geste brusque. Elle a jeté un regard circulaire, terrifiée à l'idée d'être observée.
Ses yeux ont croisé la caméra pendant une seconde, et j'ai cru voir de la panique pure. Elle a ensuite dissimulé l'enveloppe dans le bouquet de pivoine qu'elle tenait. Vous sentez la tension monter? Croyez-moi, ce qui va suivre dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Ne quittez pas des yeux votre écran. La salle de bal était un chef-d'œuvre de l'excès. Je n'avais jamais vu autant de fleurs et de cristal réunis au même endroit. L'orchestre jouait des valses de Strauss, mais l'ambiance n'était pas à la fête. Les invités mangeaient, buvaient, discutaient, mais tout semblait forcé. C'était une performance collective. Éléonore et Maxime étaient à la table d'honneur, encadrés par leurs parents. Ma sœur piquait dans son homard sans conviction, son regard balayant la salle, anxieux. Elle cherchait Delphine du regard, mais son amie semblait l'éviter, engagée dans une conversation très animée à l'autre bout de la salle. Le moment de la première danse est arrivé. Le DJ a annoncé « Monsieur et Madame Lambert » avec un enthousiasme qui sonnait faux. Ils se sont levés et se sont dirigés vers la piste de danse. La chanson choisie était une ballade à la mode, une de ces chansons d'amour génériques que l'on entend partout. Ils ont commencé à danser, ou plutôt à se balancer maladroitement. Il n'y avait aucune connexion entre eux. Maxime regardait par-dessus l'épaule de ma sœur, vers sa mère, comme un enfant cherchant l'approbation. Éléonore, elle, fixait le vide. C'était un moment d'une tristesse infinie. La chanson s'est achevée sous les applaudissements polis. Alors qu'ils allaient regagner leur place, la voix de Béatrice a éclaté dans les haut-parleurs. Elle avait pris le micro du DJ. Son visage était fardé d'un immense sourire carnassier. Un instant, s'il vous plaît. Avant le dessert, j'ai une petite surprise pour nos jeunes mariés, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans toute la salle. Vous savez, un mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, c'est aussi la célébration des chemins qui les ont menés l'un à l'autre. Et dans la vie de mon fils, certaines personnes ont joué un rôle capital. Un frisson m'a parcouru l'échine. Éléonore s'est raidie. Maxime est devenu blanc comme un linge. Maxime a toujours eu un cœur généreux, a poursuivi Béatrice, savourant chaque mot. Et il y a une personne en particulier qui a énormément compté pour lui, qui l'a aidé à devenir l'homme merveilleux qu'il est aujourd'hui. Et j'ai pensé qu'il était juste qu'elle soit parmi nous pour partager notre joie. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement Olympe. Les portes de la salle se sont ouvertes. Olympe Dubois, l'ex-petite amie de longue date de Maxime, est entrée. Elle portait une robe fourreau rouge, une couleur provocante dans cet océan de tons pastel. Elle avançait avec l'assurance d'une prédatrice, un sourire narquois aux lèvres. Un silence de cathédrale est tombé sur les 300 invités. Tout le monde connaissait Olympe. Tout le monde savait l'histoire. Éléonore s'est tournée vers Maxime. « Qu'est-ce que ça veut dire » a-t-elle sifflé. Maxime bégayait, incapable d'aligner deux mots. Je ne savais pas, c'est maman. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Un écran géant, dissimulé dans le plafond, est descendu derrière la table d'honneur. Un petit voyage dans les souvenirs de mon fils, a glapi Béatrice, triomphante. Les premières photos étaient attendrissantes. Maxime enfant, adolescent. Puis, Olympe est apparue. Des photos de vacances en Grèce, de week-end à Deauville. Et puis, les dates sur les photos sont devenues dangereusement récentes. Une photo d'eux à un dîner de Noël, il y a 6 mois. Une autre sur les pistes de ski à Courchevel, en février. Il avait dit à Éléonore qu'il y était pour un séminaire. La dernière photo était un selfie, pris dans une voiture, au printemps. Ils s'embrassaient passionnément. En bas, une date, le 18 avril. 3 semaines avant le mariage. Sous la photo, une dédicace, à mon seul et unique amour. Impatiente de te retrouver. Oh. Le souffle collectif des invités a été comme un coup de vent. Et au moment précis où j'ai vu la compréhension, la douleur et la rage purent éclater sur le visage de ma sœur, l'image sur mon ordinateur s'est figée, puis l'écran est devenu noir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le trou noir. Le silence.
Pendant une minute interminable, mon seul contact avec le mariage était le son de mon propre cœur qui cognait dans ma poitrine. J'ai cliqué, rafraîchi, vérifié ma connexion Internet. Rien. C'était comme si l'univers lui-même avait décidé que le spectacle était trop cruel pour être diffusé. Mon esprit s'emballait. Qu'était-il en train de se passer? Est-ce qu'Éléonore s'était évanouie? Est-ce qu'une bagarre avait éclaté? L'incertitude était une torture. Puis, aussi soudainement qu'elle avait disparu, l'image est revenue. La qualité était médiocre, le son grésillant, mais c'était suffisant. La scène était chaotique. Des invités étaient debout, murmurant, pointant du doigt. Olympe était toujours là, près de la piste de danse, l'air d'une spectatrice innocente. Maxime tentait de saisir la main d'Éléonore, en répétant « Ce n'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer ». Éléonore l'a repoussé avec une force surprenante. « Ne me touche plus jamais », a-t-elle dit. Sa voix n'était pas un cri. C'était pire. C'était un murmure glacial, chargé d'un mépris absolu. C'est là que Delphine, la témoin, est intervenue. Le visage défait, elle a fendu la foule et a tendu l'enveloppe blanche à Éléonore. Ma sœur l'a prise, ses mains ne tremblaient même pas. Elle a sorti les documents qu'elle contenait. C'était une liasse de factures. Elle a commencé à lire, sa voix d'avocate projetée pour que tout le monde entende. Facture de l'hôtel Georges V, Paris. Une suite au nom de Monsieur Maxime Lambert. 3 nuits, le week-end dernier. Elle a levé les yeux vers Maxime. C'est là que tu étais pour ton enterrement de vie de garçon? Elle a brandi une autre feuille. Facture d'un joaillier, place Vendôme. Un bracelet en diamant. Livré à l'attention de mademoiselle Olympe Dubois. Elle n'avait pas fini. Elle a sorti un document plus épais. Et ça? Ça, c'est le plus beau. Le contrat de mariage. Celui que tu m'as fait signer à la hâte hier, en prétendant que c'était une simple formalité administrative. Elle s'est tournée vers les invités, qui buvaient ses paroles. Savez-vous ce que cette formalité stipule? Que je renonce, en cas de divorce, à toute compensation financière, quel qu'en soit le motif. Il s'était protégé. Il avait tout planifié. Le père de Maxime, rouge de fureur, s'est levé d'un bond. Assez, a-t-il beuglé. Cette comédie a assez duré. Tu salis le nom de notre famille. Et cette bague que tu portes, il a pointé un doigt accusateur vers sa main, c'est l'anneau de ma grand-mère. Il a plus de valeur que toi et toute ta famille de parvenus. Rends-le. Immédiatement. Il y a eu un silence. Tous les regards étaient tournés vers Éléonore. Elle a baissé les yeux vers sa main gauche, vers l'énorme diamant qui scintillait à son doigt. Elle l'a observé pendant une longue seconde. Puis, elle a relevé la tête. Et elle a souri. Un sourire lent, large, un sourire que je ne lui avais jamais vu. Ce n'était pas un sourire de bonheur ou de tristesse. C'était un sourire de libération totale, sauvage et magnifique. La bague, a-t-elle demandé d'une voix faussement douce. Vous tenez tant à cette bague? Mais bien sûr. La famille, c'est sacré. D'un geste précis, elle a fait glisser l'anneau de son doigt. Elle l'a tenu en l'air entre son pouce et son index, le faisant admirer à toute l'assemblée. Puis, avec un mouvement de lanceuse de baseball, elle l'a projeté à travers la salle de bal. Le diamant a tracé une trajectoire étincelante et a fini sa course avec un « ploc » retentissant au beau milieu de la gigantesque fontaine de champagne. Ce son a été le signal. L'explosion. La mère d'Éléonore a poussé un cri. Le père de Maxime a renversé une table en se précipitant vers la fontaine. Mon père s'est interposé. Des invités ont commencé à se crier dessus. Le chaos était total. Au milieu de ce pandémonium, ma sœur se tenait droite, comme le calme au cœur de l'ouragan. Elle venait de faire exploser sa vie, et elle n'avait jamais semblé aussi vivante. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur un monde différent. À 7 heures, on a sonné à la porte de mon petit appartement rennais. C'était Éléonore. Sa robe de mariée était déchirée à l'ourlet et maculée de ce qui ressemblait à du vin rouge. Son chignon parfait était défait, des mèches de cheveux collaient à son visage fatigué. Elle tenait une petite valise à la main et avait des cernes sombres sous les yeux.
Mais son regard était d'une clarté que je ne lui avais pas vue depuis des années. « Salut », a-t-elle simplement dit. Je me suis écartée pour la laisser entrer. « Salut ». Il n'y avait rien d'autre à dire. Je l'ai prise dans mes bras. Elle était raide au début, puis elle s'est abandonnée contre moi, et pour la première fois, j'ai senti ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Nous sommes restés comme ça un long moment. Après une douche et un café fort, elle était assise à ma table de cuisine, vêtue d'un de mes vieux sweatshirts. Alors, a-t-elle commencé, sa voix rauque. J'imagine que tu as tout vu. J'ai tout vu, ai-je confirmé. Et, tu as fait ce que je pense que tu as fait? Je n'ai pas eu besoin de demander. Je me suis levée, j'ai pris mon ordinateur et je l'ai posé devant elle. J'ai cliqué sur « Play ». Nous avons regardé ensemble, en silence. Revoir la cruauté calculée de Béatrice, la complicité passive de Maxime, la douleur qui déformait le visage d'Éléonore, c'était encore plus violent la deuxième fois. Quand la vidéo s'est terminée sur la scène de chaos, elle n'a pas détourné les yeux. « Parfait », a-t-elle murmuré. C'est notre assurance-vie. L'après-midi, alors qu'Éléonore dormait d'un sommeil de plomb sur mon canapé, un coursier à vélo a sonné. Il m'a tendu une grande enveloppe cartonnée, avec le logo d'un cabinet d'avocats parisien que je connaissais de réputation pour être aussi cher que redoutable. Mon estomac s'est noué. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. La lettre était concise, professionnelle et absolument terrifiante. Elle m'accusait formellement d'avoir procédé à un enregistrement illégal dans un cadre privé, de violation du droit à l'image et laissait planer la menace de poursuite pour diffamation si jamais le contenu venait à être divulgué. Ils exigeaient la destruction immédiate de toutes les copies, numériques ou autres, de l'enregistrement. Mais le passage le plus effrayant était le dernier paragraphe. Il a été porté à notre attention que vous occupez un poste de professeur d'art plastique contractuel au sein de l'Éducation nationale. Un scandale public impliquant des accusations de cette nature pourrait être perçu par votre hiérarchie comme un comportement incompatible avec les devoirs de réserve et d'exemplarité attendus d'un fonctionnaire, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur le renouvellement de votre contrat. C'était une menace, pure et simple. Il ne se contentait pas de me menacer de poursuites financières. Il menaçait de détruire ma carrière, ma passion, ma vie. Ils essayaient de m'isoler, de faire de moi un dommage collatéral pour que je fasse pression sur Éléonore. C'était diabolique. Quand Éléonore s'est réveillée, elle a vu la lettre posée sur la table et mon visage livide. Elle l'a lue en silence, ses poings se serrant. Quand elle a relevé la tête, il n'y avait plus de tristesse dans ses yeux. Seulement du feu. Les monstres, a-t-elle sifflé. Ils osent te toucher, toi? Elle a attrapé son téléphone. Allô? Maître Renaud? C'est Éléonore Vincent. Je sais que vous êtes le meilleur endroit de la famille. J'ai un dossier pour vous. Non, ce n'est pas un divorce ordinaire. C'est une guerre. Et nous avons besoin de vos meilleures armes. Il pensait pouvoir me faire peur, me réduire au silence en menaçant mon gagne-pain. Il ne savait pas qu'il venait de transformer une simple témoin en une combattante acharnée. La confrontation a eu lieu dans une salle de réunion impersonnelle, au sommet d'une tour de la Défense. Le genre d'endroit où l'air conditionné semble geler les émotions. D'un côté de l'immense table en verre, le clan Lambert, au complet. Maxime avait l'air d'un enfant pris en faute. Ses parents, eux, arboraient des masques d'arrogance et de mépris. Leur avocat, un homme au bronzage artificiel et au sourire carnassier, a étalé ses dossiers devant lui. De notre côté, il y avait Éléonore, d'une élégance sobre et redoutable dans un tailleur-pantalon noir, son avocat, Maître Renaud, un homme d'une cinquantaine d'années au calme olympien, et moi. Mon ordinateur était posé sur la table, fermé. C'était notre bombe. L'avocat des Lambert, Maître Vasseur, a pris la parole le premier. Sa stratégie était claire, l'attaque. Il a parlé d'Éléonore comme d'une « jeune femme fragile », sujette à des crises de paranoïa, qui avait interprété de manière erronée une plaisanterie entre amis. Il a qualifié le diaporama de « maladresse regrettable ». Puis il s'est tourné vers moi. Quant à mademoiselle Amandine Vincent, sa sœur, il semblerait qu'une jalousie maladive l'ait poussée à commettre un acte illégal, l'enregistrement de cet événement privé dans le but de nuire à sa propre famille. Béatrice a enchaîné,
jouant la carte de la fausse sollicitude. Éléonore, nous sommes terriblement inquiets pour ta santé mentale, a-t-elle dit, sa voix suintant l'hypocrisie. Cet éclat public, ce n'est pas toi. Nous sommes prêts à financer une thérapie, un séjour dans une maison de repos. Maître Renaud l'a laissé finir, sans l'interrompre. Puis il a pris la parole, sa voix posée contrastant avec leur agressivité. Maître Vasseur, mesdames, messieurs. Nous allons cesser cette mascarade. Nous avons en notre possession l'intégralité de l'enregistrement vidéo de la réception. Il a tapoté mon ordinateur. Un enregistrement qui, je vous l'accorde, a été fait dans des circonstances particulières, mais dont le contenu révèle une intention de nuire et une humiliation publique caractérisée, ce qui change considérablement la donne sur le plan juridique. Maître Vasseur a ricané. Un fruit de l'arbre empoisonné. Irrecevable devant un tribunal. Peut-être, a concédé Maître Renaud. Mais pas irrecevable sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ou dans les boîtes mail des journalistes du Point de Vue. Imaginez le titre, le mariage Lambert, trahison, mensonge et vidéo à l'appui, point. Le visage de Béatrice s'est crispé. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a tout fait basculer. On a frappé à la porte. Une assistante est entrée, suivie de 2 hommes. L'un était Léandre, le témoin de Maxime. L'autre était son avocat. « Excusez-moi de vous interrompre, a dit Léandre, sa voix claire et ferme. J'ai demandé à être présent aujourd'hui car ma conscience me l'impose. » Maxime a enfoui son visage dans ses mains. « J'ai ici, a poursuivi Léandre en sortant un document, une déclaration signée et datée, dans laquelle j'atteste sur l'honneur que Madame Béatrice Lambert a organisé toute cette mise en scène. Elle nous a réunis, plusieurs témoins, un mois avant le mariage pour nous expliquer son plan. Elle a elle-même compilé les photos du diaporama. Elle a contacté et payé mademoiselle Olympe Dubois pour sa participation. Le but explicite était de pousser Éléonore à la faute, de la faire passer pour une folle et d'obtenir l'annulation du mariage à ses torts. Le silence qui a suivi était total. C'était le coup de grâce. La vidéo était une chose, mais un témoignage direct d'un complice, c'était la fin de la partie. Maître Vasseur a regardé ses clients, qui étaient livides. Il a fermé son dossier. Je pense que nous devrions discuter des termes d'un accord, a-t-il dit, le ton soudainement conciliant. En quittant la tour, Béatrice était une femme brisée, son empire de mensonges réduit en cendres. Nous avions gagné. Pas seulement une bataille juridique. Nous avions gagné notre liberté. L'hiver a enveloppé Rennes de son manteau gris, mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de la lumière dans nos vies. Éléonore n'est jamais retournée à Paris. La ville était devenue le symbole de sa vie d'avant, une vie de faux-semblants et de sacrifices. L'accord signé avec les Lambert lui assurait une indépendance financière confortable, mais plus important encore, il contenait une clause de non-divulgation mutuelle et une lettre d'excuse officielle, que nous étions les seuls à lire, mais dont l'existence même était une victoire. Elle a fait quelque chose de radical. Elle a tourné le dos à sa carrière d'avocate. J'ai passé 10 ans à défendre les intérêts de gens qui ne pensaient qu'à l'argent, m'a-t-elle dit un soir. Je veux faire quelque chose de mes mains. Quelque chose de vrai. Elle a loué un petit local dans une rue pavée du centre historique de Rennes et l'a transformé en atelier de poterie. Elle qui ne jurait que par les tailleurs griffés passait maintenant ses journées en salopette, les mains plongées dans l'argile. Au début, ses créations étaient maladroites, souvent ratées. Mais petit à petit, elle a appris. Elle a trouvé son style. Des pièces brutes, organiques, imparfaites et vibrantes de vie. Notre relation a changé, elle aussi. La rivalité, la méfiance, tout ça s'était évaporé dans le feu de la bataille que nous avions menée ensemble. Nous avons instauré le dîner du dimanche. Un rituel simple. Nous cuisinions, nous parlions. Nous parlions de tout. De nos peurs, de nos espoirs, de notre enfance. Nous avons déballé des années de non-dits, de blessures. C'était parfois douloureux, mais toujours libérateur. J'ai découvert une sœur que je ne connaissais pas, une femme sensible et forte, qui avait été étouffée pendant des années sous le poids des attentes. Pour Noël, elle m'a offert un cadeau emballé dans du papier craft. C'était un vase. Une de ses créations. Il était d'un bleu profond, comme l'océan en hiver.
La forme était légèrement asymétrique. Et sur un côté, une fissure était visible. Mais au lieu de la cacher, Éléonore l'avait soulignée. Elle avait rempli la brèche avec une fine ligne de laque doré, selon la méthode japonaise du kintsugi. Il s'est fendu pendant la dernière cuisson, a-t-elle expliqué, sa voix douce. Mon premier réflexe a été de le jeter. Et puis, je me suis dit que non. Cette fissure, c'est son histoire. C'est ce qui le rend unique. L'or ne la cache pas, il la célèbre. J'ai caressé la ligne dorée du bout des doigts. J'ai compris le message. Il est magnifique, ai-je dit, les larmes aux yeux. Il est comme nous. Elle a souri, un vrai sourire qui illuminait tout son visage. Oui. Cassé à un endroit, mais c'est là que la lumière entre. En regardant ma sœur, épanouie au milieu de ses créations imparfaites, j'ai compris que le bonheur n'est pas l'absence de failles. Êtes-vous d'accord? Le vrai bonheur, n'est-ce pas plutôt l'art de vivre avec nos cicatrices et même, parfois, de les transformer en or? Ce vase est maintenant la pièce maîtresse de mon salon. Il me rappelle chaque jour que ce ne sont pas nos perfections qui nous définissent, mais la manière dont nous nous relevons et nous reconstruisons après avoir été brisés. Ce mariage qui n'a jamais vraiment eu lieu est devenu un point de bascule dans nos vies. Ce qui aurait dû être le pire jour de la vie d'Éléonore s'est avéré être son premier jour de liberté. Ce qui aurait pu détruire notre relation de sœur l'a finalement sauvée. C'est l'ironie de la vie. Parfois, il faut que tout brûle pour pouvoir repartir sur des cendres fertiles. La vérité, c'est que ce jour-là, nous n'avons pas seulement vu un mariage s'effondrer. Nous avons vu un système de valeurs toxiques, basé sur l'apparence, l'argent et le contrôle, imploser sous le poids de ses propres mensonges. Et de cet effondrement est née une opportunité, celle de choisir. Choisir l'honnêteté plutôt que la perfection. Choisir la bienveillance plutôt que le jugement. Choisir d'être soi-même, avec ses fissures et ses failles, plutôt que de jouer un rôle dans une pièce écrite par d'autres. Éléonore n'est plus l'avocate brillante au sourire glacé. Elle est une artiste qui met les mains dans la terre. Et je ne suis plus la petite sœur artiste dans l'ombre. Je suis la gardienne de notre vérité, celle qui a eu le courage d'appuyer sur « enregistrer ». Nous nous sommes trouvés l'une l'autre dans l'adversité, et c'est un lien que rien ne pourra jamais briser. Avez-vous déjà vécu un événement catastrophique qui, avec le recul, s'est avéré être une bénédiction déguisée? Une fin qui était en réalité un nouveau départ? Parfois, les pires jours de notre vie sont ceux qui nous libèrent et nous permettent de devenir enfin la personne que nous sommes censés être. Si cette histoire a résonné en vous, si vous aussi, vous avez dû vous battre pour retrouver votre vérité, pour vous reconstruire après une trahison ou pour échapper à la pression d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires sont importantes, et le fait de les partager nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a touché, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de vie, de force et de résilience. Prenez soin de vous.